Bonjour. Bonjour. Voilà, donc j'ai juste laissé le temps que les gens arrivent. Bonjour, bienvenue dans l'univers. J'ai juste laissé le temps que les gens se connectent avant de vous présenter mon invité du jour. Bonjour Elisabeth. Et de la rejoindre, bien sûr. Bonjour à tous, merci d'être là, c'est gentil. J'ai juste laissé les gens se connecter avant de vous présenter mon invité que je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui. Salut Barry! On se voit bientôt, toi et moi. Merci d'être là, c'est gentil. Voilà, je laisse encore des gens rejoindre la vidéo, je vois que ça monte doucement. Hello! Coucou! Ah, ça fait plaisir, c'est chouette. J'aime beaucoup quand il y a mes amis qui sont là en soutien. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Il y a déjà des petits cœurs qui arrivent. C'est chouette, c'est chouette. Merci à tous d'être là, vraiment. Je sais que ça va continuer à monter. J'attends encore un petit peu. J'attends aussi que mon invité se connecte au live et me rejoigne. Voilà, elle est là. Je vais pas tarder à la récupérer. J'attends juste encore un peu parce que je vois qu'il y a du monde qui arrive encore. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Merci d'être là. J'attends juste encore un petit peu. Voilà, j'attends juste que mon invité du jour, Benny Godillot, me fasse sa demande pour pouvoir la récupérer et commencer ce live tous ensemble. Voilà, je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous rejoindre en cours de route. En général, ça monte assez rapidement. Bonjour. Normalement, vous avez un petit bouton en bas de l'écran qui vous a mis demandé à rejoindre le live. Et normalement, vous pouvez me... Voilà, ça y est, je l'ai. Voilà, donc je sais que les autres... Bonjour à tous ceux qui arrivent, merci beaucoup d'être là. Moi, je vais aller récupérer mon invité, que je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui. Et on va commencer ce live, et puis je vais laisser les gens se connecter tranquillement. Hop là. Voilà. Alors, elle se connecte. Bonjour à tous ceux qui arrivent, merci de nous rejoindre. C'est très gentil. J'ai hâte de vous partager le parcours de mon invité. Bonjour. Ça Vous va? m'entendez? Oui, et vous, comment allez-vous? Ça va, ça va. Je suis très contente d'être avec vous. Ben oui, moi aussi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ah, moi, tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais bon, c'est fait, tout va Non, bien. voilà. Je remarque qu'il y a un tout petit décalage entre vous et moi, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Ça m'est déjà arrivé, en général, ça se replace assez rapidement. Un petit décalage de quoi? Quelques secondes, mais pas Au grand-chose. niveau du son? Oui, c'est ça, mais c'est pas grave. Aucun problème. Je suis pas très bien connectée, mais je suis dans mon petit bureau et voilà, Non, mais c'est très ah, bien. ça va marcher. Je vous entends. Bonjour Marie, merci d'avoir rejoint. C'est une de mes amies qui vient de se connecter. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, ça monte depuis tout à l'heure. Donc voilà, en tout cas, je suis très heureuse que vous ayez accepté mon invitation Ah et bah. j'ai très hâte de partir à votre rencontre. J'ai plein de questions à vous poser. La preuve, voilà. Oh la vache! Bon, j'y vais parce que j'ai un petit truc à faire. En fait, j'avais oublié. Non, non, il n'y a plus d'échappatoire maintenant qu'on Non. est. Ah non, il n'y a plus d'échappatoire. Bon, d'accord. Eh ben, là, je suis contente. J'essaierai d'y répondre du mieux que je pourrai. Je monte le son. Voilà. Ouais, ça Mais marche, c'est ce que je viens de faire aussi. Bah, j'espère avoir. oui, je suis pas inquiète. J'ai vu à quel point, moi j'ai eu un vrai bonheur à me plonger dans votre trajet, dans ce que vous avez fait. Je vois vraiment une vraie liberté, un vrai, en tout cas un vrai parcours de créateur et ça me plaît beaucoup. Et donc, bah, sans plus tarder, je vais commencer parce qu'on a beaucoup de choses à couvrir, mine de rien, beaucoup de choses sur Alors, lesquelles j'ai envie de revenir. Et la première question que je pose à tous mes invités, qui est finalement assez simple parce que j'aime inscrire le dialogue dans l'instant présent, c'est comment ça va là tout de suite, aujourd'hui, maintenant. ah là, c'est une question complexe pour moi. Et c'est compliqué parce que je vais généralement très bien. Mais là, je suis dans un moment très, très compliqué de ma vie. Donc, en vrai, je vais, je vais répondre à cette question. Ça va, puisque je suis là et que vous êtes là et que ça va être sympa. Mais c'est un moment compliqué pour moi. Difficile, très difficile. Donc, bon, on va zapper cette petite question. On va se dire qu'on est. Alors, je vais vous en poser une autre que je pose aussi à tous mes invités, puisque j'ai eu la chance que ce soit beaucoup de comédiennes. Je vous demande simplement quelle est votre définition du jeu. Si vous deviez me parler du jeu, qu'est-ce que c'est pour vous jouer? Ah, alors là, c'est vaste, hein. Là, on va y passer une bonne partie de la soirée. Non, je sais pas, c'est une bonne question parce que du coup, je me la pose à moi aussi. C'est un truc tellement évident pour moi. Moi, c'est le seul moment où je suis bien en vrai, où je suis à ma place. Donc, qu'est-ce que c'est jouer? Peut-être, je dis bien peut-être parce qu'en vrai, j'en sais rien. Ça ne fait que 40 ans que je joue, donc en même temps, euh,
peut-être que c'est simplement mettre le costume de quelqu'un d'autre. Et une fois que je suis dedans, ben voilà, j'oublie tout de mon quotidien. J'oublie tout du réel, parce que en fait, je me sens assez mal, moi, dans le réel. Et donc, à partir de là, justement, à partir de là, tout va bien. Et tout est permis, surtout parce que j'ai eu la chance de jouer des trucs très différents dans ma vie. Ah ouais. Et des personnages, aussi bien Miss Ratched du Nid de Coucou, qui est une véritable ordure, que Roxane de Cyrano. Enfin bon, des choses très différentes. Mais alors, c'est la volupté totale parce que justement, on a le droit d'être une ordure pendant quelques heures, on a le droit d'être. On a tous les droits. Et ça, c'est absolument merveilleux pour moi parce que dans la vie, je suis quelqu'un finalement de très timide et de très. Je sais pas, voilà, enfin, c'est un peu. Je suis un peu sur un fil tout le temps, j'ose pas beaucoup de choses en réalité. Et dès que je mets un costume, alors je me sens merveilleusement bien parce que tout m'est permis. Ouais, je comprends. C'est Donc, libération. Donc, mais alors, voilà, le truc très intéressant, et d'ailleurs, j'ai fait une masterclass là-dessus, et je serais d'ailleurs prête à la refaire parce que je l'adore, cette masterclass. C'est vraiment pour moi un truc qui passe par le costume. C'est-à-dire, d'accord. contrairement à ce qu'on dit, l'habit fait tout à fait le moine, en tout cas en matière d'acteur, hein, c'est-à-dire que je ne dis pas dans la vie qu'on est son costard, quoique ça se discute, mais en tout cas, on est d'accord qu'en tant que spectateur, dès que quelqu'un rentre en scène, en fonction de son costume, de son maquillage, là, on sait qui c'est. Le Bien mec sûr. avec une pancarte pour dire je suis le méchant, je suis la gentille, je suis la princesse, je suis l'esclave, je suis ceci, je suis cela. Donc, donc pour moi, c'est vraiment un truc qui passe par le costume. J'adore en plus faire aussi les costumes. Je comprends très bien les réalisateurs de Guitry à comment s'appelle notre réalisateur que j'adore. Alors moi j'ai un vrai problème avec les noms, hein, donc il va falloir que vous m'aidiez, Jenny. Le jeune Canadien qui a eu deux ou trois Ah fois oui, déjà. dont d'un coup le nom m'échappe Ah, tout de suite, mais que je ne connais que lui, bien sûr. on connaît que lui, donc ça va nous revenir. Enfin, voilà, moi je fais partie de ces réalisateurs ou metteurs en scène ou voilà, qui adorent s'occuper des costumes D'accord. parce que vraiment, le jeu, c'est d'abord rentrer dans un costume. Alors, par exemple, là, il y a une très grande. Dolan, Hein, on vient de oui, nous le dire. Dolan, Xavier. c'est ça. Merci, les amis. Donc, ça, pour moi, c'est un truc très important. Et quand je suis metteur en scène d'un truc où il n'y a pas que moi, comme ça va être le cas là, tout de suite, j'ai envie d'habiller les acteurs et les actrices. Parce qu'à la minute où j'ai trouvé comment ils seraient habillés, j'ai trouvé comment ils allaient jouer leur truc. D'accord, ok. Moi, c'est pareil. Si je suis bien dans le costume, je vais bien jouer. Si je suis pas bien dans le costume, s'il correspond pas à l'idée que je me fais du personnage, eh ben, en fait, j'arriverai jamais à le jouer, je crois. D'accord, je comprends. Et voilà. Mais, du coup, ça répond aussi, alors, parce qu'en fait, en général, je pose aussi la question comment vous rentrez dans un personnage, et moi, j'ai compris que pour vous, du coup, effectivement, c'est le costume d'abord, et Oui. voilà. Donc, ça Moi, répond. vraiment, c'est le costume. C'est-à-dire, une fois que j'ai mis le costume, je suis devenue le personnage. J'ai besoin d'aucune préparation psychologique. Alors là, je parle du moment où on rentre en scène, hein, où on va dire, bon, ça s'est préparé avant. Oui, bien sûr. Mais pour moi, rentrer en scène au théâtre, ce que j'ai fait quand même plus de 10 000 fois dans ma vie, donc on va dire que ça fait beaucoup, euh, c'est vraiment, je mets le costume, c'est parti. Il n'y a pas de. C'est le sas, c'est la porte, c'est le sas. Si j'ai pas le costume, je peux pas rentrer dans le truc. Ouais, D'ailleurs, je répète en costume dès que je l'ai. Parce que c'est la même chose. Vous savez, si vous répétez tout un personnage en basket et que la fille, elle est sur des talons de 25 centimètres, elle arrive, je peux vous dire, c'est la gueule le soir de la première, parce que vous ne saurez pas marcher. Vous n'aurez pas trouvé comment marche ce personnage. Si à l'inverse, le personnage est en basket ou s'il a des bottes, enfin bon, je veux dire, si le costume est lourd, vous ne bougez pas du tout de la même manière. Une fille qui répète tout un truc en jogging, quand elle va avoir un corset de ouais, reine, bien sûr. elle ne peut plus respirer. Donc, je pense que c'est une très mauvaise chose de mettre les gens en scène pendant des semaines comme ça. On est tous en jogging, on est tous en basket parce qu'on vit comme ça. Et puis, tout d'un coup, 2 jours avant, on fout le costume, mais les gens n'arrivent plus du tout à jouer. Les gens Ouais. n'arrivent
tout à jouer. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un vrai angle, le costume, voilà, pas seulement pour moi, je veux dire, en tant que, voilà, que metteur en scène ou que pédagogue, je dis aux gens, posez-vous la question du costume. Ouais. Travaillez le costume. Tout comme, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, est-ce que ça, c'est vachement important. Et si on n'a pas toutes ces données-là, alors moi, je ne sais pas comment on joue, hein. Non, non, je comprends. Et puis c'est vrai que ça fait du sens, et surtout dans le cadre, par exemple, des vêtements historiques où effectivement d'un coup un corset, je pense que ça change même la façon de se tenir, le port, et c'est vrai que si on l'a pas, je vois pas comment on peut faire sans, ça c'est sûr. Ah, donc, c'est vraiment un truc pour les comédiens, les comédiennes, pas surtout les jeunes qui démarrent dans ce métier, parce qu'on le transmet pas toujours. Euh, c'est vraiment la première chose à leur dire. Occupez-vous de poser la question sur le costume et entraînez-vous. Bon, moi, là, ce spectacle que je répète, je vais marcher sur des talons très très hauts pendant toute une partie du spectacle, mais je m'entraîne parce que je me rends compte que je ne sais plus marcher. On ne sait plus parce que toute la journée on est en basket, on prend le métro, on va, on vient, on court. Et à la minute où on met des talons très hauts comme ça, j'ai fait une ou deux tentatives là pendant ma résidence. Eh ben, je me casse la gueule tout de suite. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout le même équilibre, c'est Non, pas non. la même démarche, c'est rien n'est pareil. Donc, il faut vraiment, vraiment, se, je sais pas, se poser ces questions-là dès le départ et se dire, voilà. Moi, je pense que le mec qui a joué le Joker, là, qui est à peu près mon acteur fétiche, donc c'est pareil. Bon, on va chercher son nom, Joaquin Je suis Phoenix. avec Game Phoenix. Ouais. Le mec, à la minute où il met le costume du Joker, il devient le Joker. À la minute où il l'enlève, il redevient lui-même. Je pense pas qu'il pouvait sortir le soir avec le costume du Joker. Sinon, il devient Non, non. fou. Euh, donc, c'est vraiment un truc. Voilà, moi, je surkiffe de faire des cours là-dessus et de travailler avec les gens là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment notre premier accessoire de jeu. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai posé effectivement la question à toutes les comédiennes que j'ai reçues. Et vous êtes la première qui. Alors, elles m'ont toutes parlé du costume à un moment donné, mais qui me parlent tout de suite d'entrée de jeu de ça. C'est-à-dire, j'ai eu des réponses où on me disait, pour moi, c'est le texte, ce que je comprends très bien. Moi, par exemple, je sais que j'ai besoin de trouver la voix avant de pouvoir trouver le reste. Et donc, vous êtes la première qui me parle du costume, mais pourtant, en sachant que pour tout le monde, c'est très important. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire, voilà, ceux qui rentrent par là, ça me semble logique, hein, parce que, encore une fois, ça crée un port, une démarche, et il faut le penser, mais c'est intéressant parce que c'est la première réponse comme ça que j'ai. Et moi, ça me. Enfin, Bien de savoir que autant de personnes, autant de méthodes, hein. Ça, moi, je bien dis pas sûr. que ma méthode est la bonne, hein. J'avais un Ah prof non, non, bien sûr. au lycée qui disait il y a trois méthodes dans la vie. La vôtre, la mienne. Non, il y a trois méthodes. La bonne, la mauvaise et la mienne. On va faire la. Et ça, c'était génial. On faisait tous rire et du coup, ça nous mettait de bonne humeur. Et chacun a un petit peu tendance à faire comme ça. Moi, j'ai pas du tout l'idée de penser que ce qui m'est propre doit l'être à tout le monde. Et je comprends que, bien sûr, le texte, la voix. Enfin, ça, alors, ça, c'est pour moi, c'est bien antérieur. C'est-à-dire que moi, je choisis un rôle parce que je suis tombée amoureuse d'un texte. Bien sûr. C'est d'abord un texte. Après, évidemment, que ce texte, on se dit, il va falloir le dire, donc il va falloir trouver le moyen de le dire. Mais, encore une fois, et y compris la voix, alors là, c'est la grande spécialité de ma fille qui a écrit un bouquin là-dessus, qui s'appelle Bien dans sa voix, il D'accord. y a 2-3 mois, et sur laquelle elle fait. Elle donne des cours tous les jours. Là, toute la journée, elle était à l'INA. Elle prépare les gens qui vont faire des carrières à la radio, aussi des choses comme D'accord. ça. La voix, donc ça, c'est vachement intéressant. D'ailleurs, je propose aux gens que ça peut intéresser de s'abonner à son compte Instagram, Émilie Brigand, comme un brigand. Vous me l'enverrez, je le mettrai sur mon, sur Oui, mon. je ne dis pas parce que c'est ma fille, parce que moi, par exemple, là, pour mon prochain spectacle, juste après avoir lu son livre, que je n'avais absolument pas lu pendant les 2 ans où elle y travaillait, parce que nous, on se fait la surprise de se présenter nos trucs quand ils sont. Moi, je ne lui fais pas lire mes pièces, ni mes trucs. Voilà. Donc, je l'ai lu.
j'ai appris, alors c'est vraiment un bouquin très technique sur des milliards de méthodes d'utiliser sa voix, aussi bien donc sa voix parlée, mais aussi pour trouver sa voix à sa voix. Ouais, je comprends. C'est un livre assez passionnant et du coup j'ai appris plein de trucs que, après 35 ou 40 ans de métier, je ne connaissais pas la technique. Et donc là, je lui demande de me faire travailler des choses, parce que ça m'apprend plein de trucs, quoi, sur justement la voix. Mais encore une fois, moi qui ai joué enfin un certain nombre de personnages en costume, avec des corsets et des trucs comme ça, c'est pareil. La voix n'est pas du tout la même Non. quand on met dans un corset. En tout cas, la voix est la même. C'est toujours notre voix. Mais elle sort pas du tout de la même façon. Elle se respire pas du tout de la même façon quand on est dans un truc serré, que quand on est comme ça avachi, que quand... et il faut le trouver, le souffle, quand on joue des pièces de 2, 3, 4 heures. Donc, on en revient toujours à mon fameux costume. Enfin, Ouais, donc, en même temps, tout se mêle, évidemment, quoi. Mais je veux dire, c'est vrai que... D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous me dites, que personne d'autre n'en a parlé, parce que c'est ce que je vous disais un peu au début. Moi, je crois que c'est une chose très un peu laissée de côté, un peu abandonnée, sauf par justement des très jeunes à nouveau metteurs en scène comme ce Xavier Dolan ou machin, qui pensent costume en même, parce qu'ils pensent aussi esthétique de leur film, silhouette, enfin bon bref, c'est tout un truc, c'est vraiment une partie très importante du spectacle costume, si bien visuel oui, que bien sûr. sur le travail de l'acteur, que sur l'image d'un film, enfin voilà, donc après, bon, bah, chacun effectivement rentre dans son rôle avec comme sa façon, ce qui lui correspond, j'en sais rien. Mais, mais tout ça s'imbrique, évidemment. Enfin bon, moi en tout cas, je peux pas jouer par exemple avec un costume, avec des fringues à moi. Vous savez, là, maintenant, il y a plein de. Quand vous faites des trucs de télé, il y a plein de costumières qui vous appellent, qui vous disent bon, bah, vous allez jouer ça. Quand c'est des trucs de 2, 3 jours. Alors, je vais venir chez vous, je vais trouver dans votre garde-robe. Ah, moi, je dis, ça, Ah, c'est. ouais. Je leur dis, alors là, même pas en rêve. C'est pas la garde-robe, parce que j'ai franchement un peu de tout. Mais c'est que je peux. Si j'ai mes fringues à moi, je. Ben, je viens pas travailler, quoi. Je viens dans mes fringues à moi. Donc, je suis moi. Ouais, je Donc, comprends. à moins que vous fassiez un documentaire sur moi. Non, même si c'est un t-shirt à 2 balles, allons l'acheter chez Tati, mais ça sera mon costume. Vous Oui, voyez? je comprends. Je comprends très bien, mais c'est vrai que ça, c'est un truc. Moi, on me l'a demandé déjà pour des figurations, et c'est vrai que même là, moi, j'ai eu vraiment un. C'est très bizarre pour moi aussi d'y aller habillée, parce qu'effectivement, j'ai la même idée. Ça finalise la conception de. Même si c'est un petit truc, mais ça finalise la conception de ce que c'est. Rôle. Voilà, donc on va s'habiller pour ce rôle. Comme C'est les enfants, ça. les petits-enfants, enfin nous, quand on était petits, et les enfants, on est bien d'accord qu'ils se mettent, je sais pas, une nappe, un truc, enfin ils se font un costume Oui, c'est vrai. avec un costume. Donc ça, vraiment, c'est mon truc, je le dis, et si ça vous intéresse, je suis prête à faire des cours là-dessus à nouveau parce que c'est un sujet qui me passionne et il se trouve que quand on fait comme ça des ateliers là-dessus, ça passionne très vite aussi les gens qui participent à ces ateliers parce que bien entendu on y ajoute des tas d'exemples concrets quoi. On s'amuse à faire et tout d'un coup les gens comprennent à quel point oui c'est important de tout ça, de mettre un costume, de changer de peau. Et on dit bien la peau d'un personnage. Qu'est-ce que la peau d'un personnage? C'est son costume, puisque c'est pas peau. Oui, c'est vrai, tout à fait. Hein, on dit on rentre dans la peau d'un personnage. Regardez, on dit pas, ça me vient en vous le disant, hein, on ne dit pas on rentre dans la voix d'un personnage, Non, c'est vrai. on dit on rentre dans la peau d'un personnage. Ben, la peau d'un personnage, comme on ne va pas changer de peau, c'est donc les oripeaux, en fait. Oripeaux, ça veut dire costume, quoi. Oui, oui, oui. Et ça, je trouve que c'est vraiment un truc intéressant. Et j'ai remarqué dans tous ces ateliers que j'ai fait sur cette thématique, à quel point ça aidait les gens, justement, à rentrer dans la peau de leur personnage. Et même aussi, d'ailleurs, ça m'est arrivé de faire ce genre d'atelier dans des entreprises ou pour des recherches d'emploi. Bah, un mec qui va se présenter pour un emploi, un mec ou une fille, hein,
je veux dire, en costard ou avec le truc qui correspond à son emploi, il te rend compte qu'il ne mène pas du tout de la même façon son entretien d'embauche ou son truc, et que bien évidemment que les gens qui le reçoivent, les DRH et tout ça, c'est la même chose. Si on postule pour un truc, je veux dire, qui demande un peu d'être bien habillé, une certaine élégance et tout, c'est évident que le mec qui va arriver en costard avec une chemise, il aura plus de chances que le mec qui arrive dans un jogging avec un t-shirt, même si il est 10 fois plus brillant que lui. Oui, bien sûr. Oui, c'est Donc sûr. C'est sûr. voilà, ça c'est bon. On y est jusqu'à 4 heures du matin parce que vous avez vu chaque réponse que ça nous prend. Oui, mais en même temps, c'est très intéressant parce que je pense même que ça peut aider aussi. C'est des choses, ne serait-ce que pour aller passer une audition, des fois, ça m'est arrivé de me dire, bon, ce personnage-là, qu'est-ce qu'il va porter? Parce que quand même, sans en mettre trop non plus pour qu'on puisse projeter des choses, c'est quand même de trouver quelque chose qui va être juste. Et je pense que c'est finalement, ce genre de masterclass pourrait être utile même pour des acteurs qui cherchent à préparer des auditions, savoir Ouais. comment prendre pour quel personnage. Donc c'est hyper important d'en parler et ça me fait plaisir qu'on ait l'occasion d'aborder, encore une fois, parce que ça n'avait pas été le cas tant que ça avant. Eh ben, tant mieux. Non, non, mais vraiment, alors moi, c'est une chose qui me passionne et voilà, lançons le- L'idée. l'idée de nouvelles masterclass ou d'ateliers, parce que masterclass, c'est quand on fait dans d'autres, mais sur cette thématique, parce que moi, c'est vraiment un truc qui m'éclate et je me rends compte que euh, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de le faire, j'ai eu des retours incroyables. Ça a vraiment apporté beaucoup aux gens. Et, finalement, c'est le principe de l'atelier ou de la masterclass. Et puis c'est aussi d'élargir notre champ de vision. Encore une fois, moi, là, je travaille avec ma fille sur la voix. Je travaille avec un coach sur des trucs physiques que je n'avais pas fait depuis des dizaines d'années. Euh, Parce que, bien entendu, chaque personnage amène aussi un certain nombre de demandes, de questions, d'être abordé d'une manière différente. Donc, plus on a pour les acteurs, pour les actrices, plus on a de richesse sur ce qu'on va pouvoir, comment on va pouvoir aborder quelque chose, et dans le fond, eh ben, mieux c'est, parce que ça va nous amener à explorer plein de manières différentes d'aborder un rôle et de répéter qui font que bah, peut-être à l'arrivée, on va faire quelque chose de formidable. Alors que si on n'a qu'un point de vue ou qu'un metteur en scène qui vous dit ouais mais là tu vas à droite, là tu vas à gauche, là tu prends le téléphone, là tu le poses, oui et alors bah, parfois il faut se débrouiller un peu tout seul et donc tout ça c'est important de le savoir, d'y travailler parce que les gens vous donnent pas toujours la béquille quoi. Hein. Non, non, bien sûr. Il y a suivant ce qu'on va faire, avec qui on le fait. On doit se débrouiller tout seul, hein, souvent aussi, avec ses personnages. On n'est pas Oui, toujours bien très sûr. bien dit. Moi, j'aime bien, non pas diriger, mais on va dire offrir un éventail à la personne qui est en face, si elle en a besoin, pour qu'elle puisse composer un truc le plus riche possible. Et puis après, bah, quand c'est moi l'objet, je suis contente d'avoir comme ça grappillé des choses chez les uns, chez les autres, qui font qu'aujourd'hui, justement, je peux en transmettre une petite partie parce que parfois on est quand même dans une grande détresse et on ne sait pas comment rentrer dans un rôle, dans un film, euh, dans une pièce. En plus, dès qu'on a, et ça m'est arrivé souvent, et ça m'arrive toujours d'ailleurs, hein, je viens de faire 2 jours de tournage avec José Dayan, elle avait d'autres préoccupations que de s'occuper de moi. On n'était pas là avant, on ne sera pas là après, tout le monde s'en fout. Il faut donc être formidable tout de suite, parce que par contre, on se fait engueuler si on ne l'est pas. Euh, donc, il faut qu'on ait des armes. Et ça, c'est vrai que voilà, on se les fabrique un peu tout seul, ou effectivement, en allant à chaque fois travailler un peu. Moi, j'adore les ateliers, les formations, les trucs comme ça. Encore une fois, j'en fais quelques-uns, mais surtout, j'en suis beaucoup parce que ça m'enrichit tellement et que je pense qu'on a tous besoin d'être comme ça. On est des voleurs de trucs, Mm. hein, des voleurs
de tout, des voleurs de gestes, des voleurs d'intonation, des voleurs de situation, des voleurs d'âme un peu quand même. Ouais, je trouve ça tellement joli, voleur d'âme. C'est, parce que c'est vrai, et prendre l'essence de ce qu'on voit autour de nous pour le réinjecter au bon moment. Et moi, j'aime beaucoup l'idée que, ce qui me plaît aussi dans ce que vous dites, c'est la sensation que finalement, c'est une vie à apprendre et de continuer à apprendre tout le temps, en fait. Mais je crois tout le temps, hein. Honnêtement, moi dans ce spectacle que je prépare là, Fellini, Roma et moi, Dont on va parler, hein, aussi, bien dont on sûr. parlera, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que donc j'ai deux coachs, un physique, mais qui est aussi un partenaire de jeu. Je suis seule en scène, mais il est dans les vidéos et il monte. Et une autre pour la voix, c'est-à-dire à savoir ma fille et Tony T. Je vous enverrai les deux liens parce que c'est vraiment des personnes exceptionnelles. D'accord? Moi, et je travaille toujours avec des gens qui ont 25 ans, 28 ans, parce que ils sont géniaux, donc on s'en fout de justement quel âge on a, quelle expérience on a. À partir du moment où la personne va vous apporter quelque chose, il faut travailler, 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 et à chaque fois se dire, là, je cherche quoi et aller avec ceux qui peuvent vous l'apporter. Là, par exemple, vraiment, je surkiffe de travailler avec deux personnes qui ont le tiers de mon âge, en vrai, et qui sont hyper performants et qui m'apprennent plein de trucs, chacun dans leur domaine. Je trouve ça extra. Mais je regarderai et puis je retransmettrai les liens. Et alors du coup, comme puisqu'il y a quand même beaucoup de choses dans lesquelles j'aimerais passer, parce qu'il y a, moi, il y a des pièces qui m'ont interpellée, dont j'aimerais qu'on parle. Il y a évidemment le film que vous avez réalisé, que j'ai trouvé merveilleux pour plein de raisons et dont on va en reparler. Enfin, on va en reparler. Mais d'abord, j'aimerais juste poser une question qui est finalement, alors je sais pas si c'est simple, mais en tout cas, c'est comment le théâtre arrive dans votre vie? À quel moment vous vous dites aussi, moi, je ferais ça? En fait, alors là, pour le coup, non, je vais répondre un tout petit peu, mais pas tellement, parce que c'est vraiment euh, quasi le sujet de Fellini, Roma et moi. Ouais, Ça, ça, j'ai. Ouais. comme j'arrive dans ce métier. Et comme c'est vraiment, chère Jennifer, une épopée, une aventure de vie, je vais pas répondre parce que je voudrais plutôt inviter les gens à venir voir le spectacle qui Et on va ira. et d'une manière vraiment, je crois, poétique, onirique, cinématographique, tout ce qu'on veut. Mais, alors donc, je ne réponds pas à la vraie question comment ça s'est fait parce que c'est la pièce. Oui, oui, bien sûr. Donc, mais ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, voilà, ce à quoi je peux répondre sans déflorer du tout la pièce dont on parlera tout à l'heure, c'est que ça arrive. Bon, moi, mon père était boucher, d'accord? Donc, je veux dire, on n'est pas du tout proche du théâtre, ni du cinéma. Euh, Ça arrive par frustration, par envie de quitter justement la boucherie de mon père et d'aller dans le monde du merveilleux. Et pour moi, le merveilleux, il est, il est dans le théâtre et dans le cinéma. Enfin, parce que je savais quand même que ça existait. J'avais une grand-mère qui m'amenait voir des films. Mes parents, 2 ou 3 fois quand j'étais petite, ils avaient une vie très occupée parce qu'une boutique, surtout à l'époque, Ouais. je sais pas, à 2 heures du matin, ils finissaient à 11 heures du soir et après ils faisaient les comptes et après ils se relevaient et ils recommençaient, y compris le week-end naturellement. Mais 2 ou 3 fois, on était quand même allé voir des grandes pièces. Et là, et pour moi, en plus j'étais fille unique, donc je jouais toute seule. Enfin, donc je voulais jouer. En fait, déjà, voilà, je voulais jouer. Je n'avais personne avec qui jouer. Mes parents n'étaient pas disponibles et je n'avais pas de frères et sœurs. Alors, j'ai tout de suite compris qu'il y avait que là-dedans que je pouvais m'évader, trouver une porte d'évasion et aussi euh, pouvoir vivre d'autres vies. Alors, comme je ne savais pas ce que je voulais faire, moi, je ne voulais pas être avocat ou médecin ou chirurgien, je ne me suis pas dit, je vais sortir en étant un métier comme ça, c'est tout ce qui m'emmerdait. Et mes parents auraient voulu, parce que pour eux, c'était ça, devenir mieux qu'eux, entre guillemets, Mm. comme je dirais, c'était quelqu'un qui serait devenu médecin ou avocat ou je ne sais pas, pharmacienne, enfin bon. Moi, non. Et je voulais faire tout en même temps. Et donc, je me suis dit très vite, bah, voilà, ça, là, c'est possible d'être tout. Et après, bien évidemment, comme j'étais seule, et vraiment très, très seule, parce que
il n'avait pas le temps de s'occuper de moi, donc je rentrais de l'école. À cette époque-là, les commerçants comme ça, on avait des arrières, ce qu'on appelait l'arrière-boutique. En réalité, ils avaient leur appartement derrière ou en haut de la boutique. Et voilà, moi, je sortais de l'école, je rentrais, je montais, j'étais toute seule. Après, ils rentraient tard, on dînait, je me couchais et ainsi de suite. Donc, tout de suite, j'ai lu beaucoup. Et alors pareil, bon là, donc la littérature était vraiment mon échappatoire, c'est ce qui m'a éduquée d'ailleurs, hein, ce qui m'a cultivée, ce qui m'a éduquée. Tous mes amis étaient dans des livres. Et là aussi, je me suis dit, donc les personnages des livres pourraient les jouer si j'étais comédienne, si j'étais actrice. Ces personnages-là, je pourrais les jouer, ça deviendrait des pièces ou des films. Voilà. Et tout ça a mouliné dans ma tête. Et c'est comme ça que que je suis rentrée au cours Florent et puis après au conservatoire de la rue Blanche. À l'époque, ça s'appelait comme ça, maintenant c'est l'ENSAT. Et c'est à Lyon, c'est plus à Paris. Et, et que je suis devenue comédienne pour échapper à ce quotidien-là qui ne me plaisait pas et pour devenir un personnage merveilleux, enfin des personnages merveilleux. En tout cas, des personnages, voilà. Et en réalité, je crois que cette maladie ne m'a pas tellement quittée. Je suis toujours très inadaptée aux choses de la vie quotidienne. Ça fait tellement rire ma fille et mes petits-enfants et tous mes amis. Je peux attendre le bus 8 heures, on va passer 22, je comprends pas ce qui se passe, l'ascenseur il est là, je vois pas qu'il est là, enfin bon, c'est compliqué. Pour moi, le quotidien est assez compliqué, même quand il est simple, c'est assez compliqué. Alors que tout ce qui est merveilleux, est compliqué pour les autres. Moi, si on me dit demain matin, il faut que la Tour Eiffel soit peinte en rose, je sais que je trouve le moyen de faire en sorte qu'à 8 heures, elle soit peinte en rose pour qu'on puisse tourner une scène. Ça, c'est simple pour moi. Je comprends. Je trouve ça. C'est assez chouette parce que il y a quelque chose que je comprends très bien dans le sens alors, moi, je suis enfant unique aussi. Donc, je comprends voilà, quand on joue tout seul, je sais, moi, j'ai vite compris que j'avais un imaginaire aussi qui Voilà. s'élargit parce que d'un coup, en fait, moi, mes amis, c'était, après, j'avais des amis à l'école, etc. Mais c'est vrai que c'était, voilà, les ours en peluche devenaient vivants. Enfin, il se passait plein de choses. Je leur faisais la classe. Donc, ça crée un imaginaire. Donc, ça, je le comprends très bien. Et en même temps, je trouve que c'est joli quand même d'arriver à l'amener jusqu'à en faire un métier et faire enfin voilà, c'est tout un trajet qui se dessine et je vois des gens dire ça, à quel point ça leur semble assez exceptionnel comme trajet. Et j'ai pas Oui, posé plus de questions pour respecter le spectacle, mais j'ai hâte ouais. du coup de le voir. Voilà. Non, mais c'est total, mais c'est une question de survie. Enfin, moi, je pense que je serais morte euh, si je n'avais pas suivi ce chemin-là. Et d'ailleurs, c'est très. Vous regarderez, tous ceux qui nous regardent, et vous aussi, Jennifer, parce que je pense que ça va vous bouleverser beaucoup. Sur Instagram, moi, je suis très fan de Sophia Loren. J'ai toujours trouvé sublime. Et bon, le cinéma italien, tout ça, donc je regarde beaucoup en ce moment, puisque quand même, Fellini, bon, ça parle de l'Italie. Et j'avais regardé sur Netflix Madame Rosa, je crois qu'elle a fait son dernier truc, là, elle a 85 ans, 88 ans, je sais pas quelle âge. Et donc, je crois que c'est Madame Rosa, ce téléfilm qu'elle a fait, réalisé par son fils, je crois, et produit par son fils, et où elle est magnifique, elle n'avait pas fait de cinéma depuis 10 ans, 15 ans, donc, enfin, en même temps, c'est terrible, parce que, évidemment, Sophia Loren, qui a sans doute été la plus belle femme de la planète pendant au moins longtemps, c'est difficile de la reconnaître. Enfin bon, voilà. Mais, et donc, il y a quelques jours, si vous allez Be Italian, le compte Be Italian sur Instagram ou Sophia Loren, j'en sais rien, vous allez voir, elle a reçu un prix d'interprétation pour ce rôle. Et on voit cette très vieille dame qui a quand même, et qui a eu plusieurs Oscars, et qui a eu des prix à Cannes, et qui a eu, enfin, bon, bref, enfin, c'est quand même une Ouais, des bah oui. grandes carrières du siècle dernier. Hein. Et elle dit, elle reçoit ce prix et elle pleure et elle dit, mais moi, je ne peux pas vivre sans le cinéma, je ne peux pas vivre sans jouer. Voilà. Et en réalité, d'ailleurs, ça m'émeut rien que d'en parler parce que je pense que toute la vie de l'actrice est là, ou de l'acteur, ou du metteur en scène, ou de ce qu'on veut, enfin, ces gens
qui font ce choix. C'est tellement dur en même temps, et en même temps, c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que cette femme qui a tout eu, le monde à ses pieds, le cinéma à ses pieds, qui a dû faire 150 films dans sa carrière, qui a eu tous les prix, tout ce qu'on peut imaginer, donc on est très loin des petites carrières comme la mienne, elle est toujours dans le même état. C'est-à-dire qu'elle peut, voilà, on l'a sortie de sa caverne où elle est en train de mourir depuis des années parce qu'on ne la regarde plus, parce qu'elle est vieille, parce que si, parce que ça. On lui redonne un rôle, elle est géniale d'ailleurs dans le truc, hein. Et on lui donne un prix et elle est comme si elle avait 14 ans et elle continue à dire qu'elle ne peut pas vivre sans ce truc-là. Donc, je crois que c'est tout le monde pareil en vrai, hein. Si on a choisi de faire ça, c'est qu'on ne peut pas faire autre chose. En vrai, c'est qu'on ne peut pas faire. Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'en vrai, c'est qu'on ne peut pas faire autre chose? Voilà. Parce que autre chose, c'est facile que ça. Je me souviens de quelqu'un dont je tairai le nom, mais m'a demandé un jour pourquoi vous voulez faire ce métier. Parce que moi, il faut savoir que j'ai changé de vie assez tard, j'ai changé de vie à 31 ans. Et j'ai toujours su que je voulais être comédienne. Mais, mais en tout cas, c'était pas commun, quoi. Autour de moi, c'était vraiment. Et on m'a dit, et donc, cette personne me dit pourquoi vous voulez faire ce métier? Et moi, je regarde, il y a tout plein de choses qui me passent par la tête et je dis de toute façon, j'ai pas le choix, c'est une nécessité. Mais c'est Et vrai. là, voilà. Donc, c'est ça dont on parle, en fait. Et je pense que les gens qui ont besoin et qui se lèvent et garder cet intérêt-là et cette envie et cette espèce de joie qui arrive quand on joue, je pense que tant qu'on la conserve, de toute façon, on peut jouer toute une vie. Sûrement, ouais. C'est Non, mais sûrement, voilà. On voit bien hein, les Robert Rich, les Michel Bouquet, tous ces grands acteurs qui ont joué, enfin, Bouquet est toujours vivant, mais enfin, bon, qui jouent avec des cancers terribles, dans des états de maladie, de fatigue absolue. Eh ben, ils jouent, ils sont quand même plus heureux sur scène que dans leur lit. Alors que tout le reste du monde qui fait d'autres métiers se couche. Et les gens prennent 6 mois et 2 ans de congé maladie. Ça n'existe pas chez nous. J'ai jamais vu quelqu'un en congé non. maladie. Enfin, sauf si on est mort, on joue. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et sinon, on joue. Euh, c'est une question qui ne se pose. Moi, franchement, je suis fascinée à chaque fois que j'entends quelqu'un me dire je suis en congé maladie. J'ai un bon, qu'est-ce que tu as? Je sais pas, j'ai un panari, j'ai la grippe. Mais jamais de ma vie, encore une fois, ça fait bientôt 40 ans que je joue, je n'ai vu ça jamais. Jamais j'ai vu des gens jouer ayant enterré leur enfant ou leur mari ou leur femme ou leur père dans la journée. J'ai vu des gens jouer avec, je sais pas, des hernies discales, avec plus de voix, on nous fait des piqûres dans tous les sens. Je n'ai jamais vu quelqu'un en congé maladie. J'ai vu des gens morts, mais en congé maladie, non. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire ce que vous dites, c'est que c'est une nécessité et voilà. Et ça s'arrête là. Et donc, il n'y a que nous qui pouvons comprendre parce que c'est vrai que les autres disent oh, bon, ben d'abord, c'est pas possible. C'est pas possible financièrement au théâtre, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au cinéma non plus. Quand on voit ce que coûte une journée de tournage, tant que l'acteur est vivant, il va tourner. Oui, bien sûr. Et heureusement, d'ailleurs. Voilà. Donc, personne d'autre, peut-être à part les sportifs, enfin les gens comme ça avec ne vit ce qu'on vit, ma chère Jennifer, c'est terre inconnue pour les autres gens. Attendez, pardon, on vous a perdu 2 minutes. Pardon. J'ai pas bougé. Je dis Non, c'est c'est pas terre grave, c'est bon. inconnue pour les autres. Oui, je comprends. Alors, du coup, on va quand même rentrer un petit peu dans les pièces parce que moi, il y en a quelques-unes qui m'ont interpellée. Alors, malheureusement, donc je ne les ai pas vues, celles-là, mais j'ai vu quand même que vous aviez joué le Cid avec Francis Huster. Et je ne sais pas si c'était votre première pièce ou si en tout cas elle est arrivée assez Oui, vite. C'était. absolument. D'accord. Alors, du coup, C'était pas. j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, sur ce souvenir-là, le travail avec Francis Huster, en plus se retrouver face à Marine Chevalier de la Comédie Française. Et puis, je me dis quand même, pour un premier rôle, c'est assez exceptionnel de tomber là. Ah bah là, c'était top. Bah, c'est-à-dire que ça s'est fait très simplement parce que Huster était mon prof chez Florent. D'accord. Donc, à un moment donné, il a décidé de monter pour la première fois le site. Après, il l'a monté 10 fois de suite avec 10 distributions différentes. Je pense qu'il a monté, remonté, démonté, remonté le site. Mais c'était la première fois qu'il montait le CID pour le festival de Carcassonne. C'était un truc d'une beauté dans la
comme ça, pareil, dans la vieille cité de Carcassonne. Enfin, c'était sublime. Et donc, voilà. Donc, moi, j'étais une de ses élèves. Il m'a demandé de jouer là-dedans. Bah, évidemment, j'étais rentrée au cours un mois avant, genre. Donc, Waouh! et quand même, puis, on était toutes folles du Ster à l'époque. Il faut quand même s'imaginer que, je sais pas, j'avais 18 ans, 9 ans, un truc comme ça. Lui, il en avait 28 ou 29. Il était sublime. C'était le Gérard Philippe de l'époque. C'était sublime. C'était la Comédie Française. C'était le comédien phare du truc. Enfin, bon, bref. Donc, on était toutes amoureuses de lui. C'était vraiment un mec génial. Et donc bah, évidemment que voilà, je rentre au cours. Un mois plus tard, je répète à l'Odéon. On répétait, c'était quand même top. Ce Cid avec des acteurs. Il n'y avait pas que Martine Chevalier de la Comédie Française. Il y avait, je ne sais plus tous les noms, hein, mais il y avait 2 ou 3 autres acteurs de la Comédie Française, notamment celui qui faisait son père. Donc, il y avait Jean-Claude Dreyfus qui faisait le père de l'enfant, ou je ne sais plus quoi. Enfin bon, ouais. C'était une distribution éblouissante. Bah ouais. Et puis voilà, c'était des rôles, enfin, c'est quand même des rôles magnifiques. Huster, il était sublime. Enfin, c'était fantastique. Et après, donc voilà, donc ça a été une expérience merveilleuse. Donc on a joué tout l'été comme ça dans plusieurs festivals. En plus, c'était commencé par des festivals du plein air, des grandes murailles comme ça. Enfin, on avait vraiment l'impression qu'on était dans le Cid, quoi. Et puis après, il a écrit une pièce pour moi et une autre fille qu'on a joué. Donc Huster, j'ai fait 3 ou 4 pièces avec lui, enfin d'affilée pendant 1 an ou 2. Il m'a appris à peu près toutes les bases de mon métier. C'est lui qui m'a tout de suite dit toi, tu écriras, tu mettras en scène. Moi, je le regardais comme ça parce que je n'avais pas du tout. C'était pas dans mes intentions. Moi, je voulais être comédienne. Il me disait non, 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 vas-y, apprends, écris des trucs, mets en scène et tout. Bon, après, ça a mis 15-20 ans à se faire, mais. Et voilà. Et donc, moi, j'ai adoré Francis. Ça a été un prof fantastique, très anticonformiste, mais justement très habité, il nous a appris des trucs formidables. Et puis voilà, il était à l'époque au Français, il jouait avec tous les plus grands metteurs en scène, anglais, italiens, tout ça. Et donc, pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, il nous transmettait les trucs que lui-même recevait là-bas. Bien sûr. Donc, c'est des métiers de transmission quand même. Donc, c'était top. Bah, c'est devenu presque un mentor de ce que je comprends à ce moment-là, en fait. Plus qu'un Après, prof. on s'est très, très perdu de vue. Et retrouver tous les 10-15 ans, on se croise, on se dit un truc, hop, je vais le voir dans la pièce qu'il joue à ce moment-là, hop, il vient me voir dans la pièce que je joue, et on ne se revoit pas pendant 10 ans. Mais ça reste mon premier, entre guillemets, parce que le mot est un peu démodé, mais bon, maître, c'est-à-dire que quand même, il m'a appris une manière globale de faire mon métier. Oui, bien sûr. Et en n'étant pas juste, je lis mon rôle, je lis ma scène, je m'en fous. Non, c'est vraiment à lui que je dois d'avoir fait autre chose et surtout la manière dont j'ai fait, c'est-à-dire d'avoir osé le faire et, et dans ma manière d'aborder le truc en me disant, il m'a donné les outils pour réfléchir, pour aborder les choses. Voilà, c'est lui qui nous disait, on répétait à l'Odéon, donc le site, tout ça, il disait alors, ça se passe où? Ben, ça se passe en Espagne. Ah bon, d'accord. Bah, quand même, tu sais que ça se passe en Espagne. Et alors, il fait quel temps en Espagne? Ah bah, il fait chaud. Bon, bah alors, moi, il fait chaud au lieu d'arriver. Là, t'arrives, on dirait que il n'y a aucune différence si t'arrives à Paris, si c'est l'hiver, si c'est l'été, s'il fait chaud. Fais-moi, il fait chaud. Oh la vache! Et c'était vraiment, alors, évidemment, moi j'étais très jeune, mais je pense même les autres, c'était des questions, encore une fois, qu'on ne se posait jamais de se dire, est-ce qu'il fait chaud? Est-ce que j'ai soif? Est-ce, Bien sûr. est-ce que je suis pressée? Et en réalité, j'applique toujours ça. Parce C'est que une telle chance. ouais, ouais. Parce qu'encore une fois, à ce moment-là, il jouait avec tous les grands metteurs en scène, Zeffirelli, Terry Hans, tous les grands metteurs en scène internationaux, hein. Et donc, je pense qu'il nous redisait ce qu'on lui avait dit la veille, la semaine d'avant, parce qu'il était quand même jeune. Mais c'était un prof génial. Et après ça, bah, voilà, quand on m'a pas posé les questions, je me les suis toujours posées toute seule. Et ça m'a beaucoup aidé de me dire, et là, à ce moment-là, je suis fatiguée, ou à ce moment-là, je suis en pleine forme, ou là, c'est le matin, donc, enfin, etc. Voilà. Donc ça, c'était top.
Et puis c'est une chance d'apprendre son métier sur les planches aussi quand même. C'est pas tout le monde qui démarre comme ça, en tout cas en sentant tout de suite ce rapport au public ou vraiment pas quoi. Donc Ouais, c'est sympa aussi. Je reconnais que c'était bien. Ouais. alors moi il y a plein de pièces sur lesquelles j'ai envie de revenir, mais il y en a une dont j'aimerais vraiment qu'on parle. Mais là c'est vraiment un plaisir personnel que je me fais parce que j'ai eu l'occasion moi de jouer dans une adaptation aussi de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et j'aime, voilà, c'est une adaptation un petit peu, bon, un petit peu humoristique mais quand même avec bon, des personnages. Moi, j'ai joué un personnage de bipolaire et j'ai adoré ça parce que ça demande vraiment de faire des recherches. Et du coup, je me dis quand même que jouer Ratched, effectivement, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc je me demande, voilà, vos souvenirs de cette pièce, le rôle, enfin ce travail-là, est-ce que c'est... Bon, alors là encore, c'est particulier. Et là encore, c'est dû à Huster. C'est-à-dire que un matin, je rencontre Huster dans la rue. Mais alors, donc on est 20 ans plus tard, on est d'accord Oui, oui. Et il m'a toujours porté chance, c'est un truc de ouf. Hein. Et il y a eu d'autres occasions encore comme ça. Et donc je le rencontre dans la rue, non pas dans la rue, il prenait son petit déjeuner au drugstore sur les Champs-Élysées. Moi, je sais pas, je baladais mon chien, ou je sais pas ce que je faisais là. Enfin bon, ouais. Il est très tôt le matin. Donc il est de l'autre côté de la vitrine, il tape et tout, je le vois, là, il me fait signe, là, je vais prendre un café avec lui et il me dit, bah, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, j'en sais rien. Et là, il me dit, t'as passé l'audition pour Miss Ratched? Je lui dis, que, hein, quoi, bon. Non, il me dit, tu sais que on monte vol au-dessus d'un nid de coucou au théâtre de Paris et que ça fait 1 mois et demi qu'ils cherchent Miss Ratched, Tapi, Thomas Le Douareg, tout le monde. C'est évidemment toi. Est-ce que tu as passé l'audition? Je lui dis, mais pas du tout. Je ne suis absolument pas au courant, ni que ça se monte, ni que rien. Il me dit, non, tu plaisantes. Va voir ton agent tout de suite et demande-lui qu'il t'ait un rendez-vous. Moi, j'appelle mon agent et elle me dit, c'est une femme, elle me dit, ah non, 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 à l'agence, non, non, on veut pas que nos actrices travaillent avec Bernard Tapie, on se dit que c'est pas un acteur, donc non, non, j'en vois pas. Bon, alors, je me dis, mais je sais pas quoi faire, pas bon. Et là-dessus, je sais pas, 2, 3 jours se passent, en tout cas, c'est samedi, 2, 3 jours plus tard. À l'époque, il n'y a pas de portable. Hein. Je prends un tout petit peu d'eau, Jennifer, parce que, Oui, oui, allez-y. hop, ça y est. Donc, c'est un samedi, vers la fin de matinée. Ça, je m'en souviens très bien, parce que j'allais faire les courses, je partais faire les courses avec mon mari. Là, le téléphone sonne. Et bon, je décroche, et il y a un mec qui me dit bonjour, c'est Bernard Tapie. Et moi, je ris, parce que je me dis évidemment que c'est pas Bernard Tapie. Enfin, bon, c'était quand même enfin, Bernard Tapie, quoi. Il y Oui, avait non, bien sûr. tous comme ça. Bernard Tapie n'appelle pas. Bon, alors je dis oui, oui, oui. Et je me dis, c'est qui le con? Parce que j'en avais parlé à 2, 3 copains ou copines autour de moi en disant, vous êtes au courant? Bah, les gens me disent non, enfin, bon, bref, personne ne pouvait faire le lien avec tout. Et donc, le mec me dit, oui, non, non, mais c'est Bernard Tapie. Et je dis, oui, 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 oui. Enfin, tout trois, même, je reconnais la voix, parce qu'il était quand même tous les jours à la télé, on le voyait partout et tout. Et donc, je dis, bon, oui, oui, il me dit, donc vous êtes du Nigodio, oui. Et le mec me dit, est-ce que vous pouvez venir tout de suite au Théâtre de Paris passer l'audition pour Miss Ratched? Wow. Et je lui dis, mais oui, bah oui, oui, j'aimerais bien. Et il me dit, c'est Huster qui m'a appelé pour me parler de vous. Et on trouve pas, on voit toutes les actrices, il n'y a personne qui me convient. Est-ce que, alors je vais vous voir. Bon, je vous connais pas, mais je vais vous voir. Alors voilà, est-ce que vous pouvez venir tout de suite? Alors je lui dis, ben oui, bon, j'arrive. Bon. Alors donc, voilà, je dis à mon mari, bon, bah écoute, voilà, je pars au truc. Et j'arrive au Théâtre de Paris. Donc il est, je sais pas, à 12h30, un truc comme ça. Et donc, ce théâtre qui est quand même gigantesque, avec un hall gigantesque, bref. Je sonne, c'était fermé, puisqu'évidemment c'est en répétition. Et alors, ils avaient déjà commencé à répéter, sans Miss Ratched. Ils ne trouvaient pas. Vous Incroyable. voyez, lui, on présentait toutes les stars de la ville. Ça lui convenait jamais. Et donc, je sonne. Et c'est lui qui vient m'ouvrir la porte, comme le concierge. Et il me dit, allez, viens, dépêche-toi. Vas-y, va en coulisses. On va te donner ton texte. On passe l'audition tout de suite. Vas-y, vas-y. Bon, je me dis, il est dingue, le mec. Je vois tout de suite qu'il est dingue. Et là, on me file la pièce. La dernière scène, quand
pas la dernière scène de la pièce, mais la scène quand le petit Billy vient quand elle vient de trouver le petit Billy je sais plus ce qui s'est passé, et qu'elle revient et qu'elle lui dit c'est vous, Matt Murphy, c'est vous. Enfin bon, bref, c'est la scène où La elle scène. l'agonise et où elle craque complètement avec tous les dingues autour et tout ça. Donc il y avait toute l'équipe, tous les dingues, toutes les filles, les infirmières, les trucs, les bidules, le metteur en scène, le producteur, tout ce qu'on veut. Et moi, et le mec me dit, ben voilà, tu vas lire cette scène et hop, on y va. Je lui dis, ouais, bon, hop, on y va, d'accord. Quand même, quand je veux dire, j'ai vu le film il y a 15 ans, je ne me souviens pas de la scène, est-ce que je peux la lire de trois? Non, non, vas-y, il est là une fois, on y va, allez, vas-y. Une pression. Donc, je lis la scène une fois, je prends la brochure et je rentre en scène, alors vraiment comme une furie. Hein. Et vas-y, et voilà. Et on fait la scène avec lui en face et tout le truc. Et on arrête. C'est la fin de la scène. Et là, il dit, bon, eh ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, c'est elle. Alors, on va commencer à répéter tout de suite. Et on a répété tout de suite à 14 heures. Incroyable. Je suis rentrée chez moi à minuit. Mon mari, il s'est dit, ils l'ont enlevé. Enfin, bon, voilà. Ça a été, et voilà. Et j'ai commencé à répéter à cet instant précis, tout de suite. Et voilà. Et voilà comment j'ai eu ce rôle. Mais qui, alors, pour le coup, j'étais quand même la seule à ne pas être au courant. Et j'ai adoré ce rôle, adoré cette mise en scène. L'équipe, enfin, ça existe en DVD, hein, ça, vous pouvez le voir. Hein. Vachement bien filmé, parce qu'il l'a fait filmer par les équipes qui filmaient ces matchs de foot. Donc, il y a des caméras dans tous les sens. D'accord, ok. Révolution. Maintenant, les pièces sont super bien filmées, mais là, c'était quand même une révolution. Parce qu'il y avait des travelling, des trucs, alors que c'est pas au théâtre ce soir, quoi. Les mecs faisaient des plans avant, voilà. Et je trouvais que tout le monde était fantastique dans cette pièce, y compris lui d'ailleurs. Hein. Après, wow, cohabiter avec lui, ça a été très très dur. Hein. Il était dur. Hein. Franchement, on a eu des moments difficiles, très difficiles. Mais on est restés très très amis et on est toujours très très amis. Mais, et c'est une expérience, mais vraiment que j'ai adorée. Et un rôle que j'ai adoré. J'adore cette pièce, j'adore ce rôle. Et j'ai vraiment aimé toute cette aventure. Ouais, je comprends. Je crois parce que là, on a fait carton plein pendant... C'était parti pour 2-3 mois, ça a duré évidemment toute la saison. Après, ils sont partis en tournée, moi pas, parce que ma fille était petite à l'époque et je faisais pas de tournée. Et je jouais à autre chose, je sais plus quoi. Mais après, il a fait le tour du monde avec ça pendant au moins encore un an et demi. Et ce spectacle, quoi. Et je l'ai vu il n'y a pas longtemps, parce que c'est Bernard qui m'a donné le DVD, je l'avais jamais vu. Et je suis allée le voir là, quand il était malade l'année dernière, je crois. Et je lui dis, mais tu sais que je ne l'ai pas, le DVD. Il lui dit, du coup, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais vu. Il m'a dit, je vais te le donner, mais on le trouve sur Amazon. Et, D'accord. et je l'ai regardé et j'ai adoré ça, quoi. Ça m'a rappelé tellement de souvenirs. C'est un truc, en vrai, c'est un truc magnifique. Et lui, il était exceptionnel. C'est-à-dire que les gens qui l'ont vu l'ont tous trouvé géniaux, et les gens qui ont critiqué parce que c'était tapis, eh ben, c'est ceux qui l'ont pas vu parce qu'il était génial. Et c'est fou, cette entrée, cette arrivée sur cette pièce, c'est vraiment un coup du destin, quoi, quand même. Moi, ça m'est arrivé souvent dans ma vie, très souvent. Tous mes plus beaux trucs, ça s'est passé comme ça. Et les trucs que j'ai préparés pendant des mois, je les ai jamais eus. D'accord. Bah, voilà. Mais très souvent, hein. Roxane, c'est pareil. Belmondo est venu voir le truc, il avait créé avec Béatrice Agenin à Marigny. La saison d'après, nous, on joue La Dame de chez Maxime avec Christian Clavier, Marianne Chazelle à Marigny. Le soir de la dernière, Belmondo vient voir la pièce. Moi, je joue un tout petit rôle dans La Dame de chez Maxime. Et il cherchait une fille pour faire la tournée mondiale. Alors là, c'était la tournée. On était 60 sur scène, 100 sur le plateau. Tout le l'empereur, le machin, on a fait un truc. Bon, c'est la dernière grande tournée française qui a eu lieu dans ces conditions-là. Et, et donc, voilà, il vient voir la Dame de chez Maxime. On était quand même 30 sur scène. Moi, j'avais 2 petites scènes.
2 jours après, il m'appelle, il me propose Roxane pour le monde entier. Alors que, pareil, toutes les actrices de Paris qui avaient des noms, machin, voilà. Et c'est comme ça que j'ai joué Roxane. Donc, c'est une chose qui. Ça s'est. Enfin, ça s'est plusieurs fois passé comme ça. Et justement, puisque vous parliez de cette, justement, cette tournée-là, cette tournée mondiale, en plus c'était avec Robert Hossein, si je me trompe pas Ouais, aussi. Et du coup, je me dis, alors c'est une chose hein, de transporter un spectacle de ville en ville dans un pays, mais là, d'aller tourner partout, ça doit être assez extraordinaire parce que je sais, alors je ne l'ai pas expérimenté, mais d'après ce que j'ai entendu, déjà chaque public dans chaque pays n'a pas forcément les mêmes réactions dans le sens que certains applaudissent beaucoup, d'autres se têtent totalement. Donc, est-ce que vous avez ouais. des souvenirs comme ça un peu étonnants de... Non, comme si justement ce qui nous a étonné, donc on jouait que dans des salles gigantesques, hein, 2000, 2500 places, qui pour le théâtre Ah, est énorme. bah oui, C'est des salles sans fond, évidemment, pour un concert, c'est rien, mais pour une pièce de théâtre, c'est monstrueux. Mais en même temps, il y avait de telles demandes, les gens étaient tellement hystériques. Donc, ce qui nous a le plus étonné, donc la pièce était surtitrée, comme à l'opéra, euh, puisqu'évidemment, on joue en français, hein, bien sûr. euh, et que ça soit en Italie, au Japon, au Liban, bref, partout où on a joué, les gens avaient exactement les mêmes réactions à la même seconde. Ah ouais, Alors après, avec des gens plus silencieux, par exemple, c'est vrai qu'à Tokyo, le public, parce que la pièce durait quand même 4h15, hein, donc waouh, c'est long 4h15. Hein, on entendait la différence, par exemple, le Japon, c'était le truc le plus différent, dans la mesure où, je sais pas, partout les gens tous se mouchent, font des trucs, enfin, on entend des bruits parfois. oui. Au Japon, on n'a jamais rien entendu. Pendant Pas 4 heures. jamais. Ils écoutent religieusement, ils sont dans un tel respect du théâtre. On n'entendait pas un bruit. Ça, c'était assez fascinant. Et d'ailleurs, c'est là qu'on a terminé ce tour du monde. Bon, ça, c'est certainement la plus belle aventure de ma vie. Hein. Parce qu'encore une fois, c'était un spectacle quand même. Jamais j'avais connu ça avant. Et je sais que je ne le connaîtrai plus, puisque même à la Comédie Française, ça n'existe plus, où on est 60 acteurs sur le plateau. C'est-à-dire, voilà, ça, oui, je crois que ça existe encore à l'opéra. Et encore, pas beaucoup, parce que bonjour, le prix du plateau, multiplié par 5,4, c'est-à-dire 60 costumes fois 5, C'est ça. et décors, enfin ça a été des milliards cette pièce, mais bah, le monde entier voulait la voir. Bon, il faut dire que Belmondo était une star dans le monde entier. Alors il y avait Belmondo star, et il y avait aussi bien entendu Cyrano de Bergerac, pardon, star dans le monde entier. C'est-à-dire Bien que sûr. à Tokyo, tout le monde connaît Cyrano de Bergerac. Donc c'était fantastique. Alors ça, c'était vraiment, vraiment fantastique. Là, pour le coup, les costumes, waouh, Molière, des meilleurs costumes, c'était sublime. C'est-à-dire que les boutons de cristal étaient en cristal, la soie était de la soie, les trucs étaient du truc. Enfin bon, c'était sublissime. Euh, les décors, n'en parlons même pas. Des fois, je regarde ce programme-là, qui est épais comme un bouquin, et je me dis, mais c'est moi, là, c'est moi qui fais ça. Ça me paraît quand même, là, pour le coup, là, ça fait vieille actrice tout d'un coup de dire ça, mais c'est la vérité. Euh, on, on est dans un autre monde, c'est-à-dire que ce théâtre-là n'existe plus aujourd'hui. Non, c'est vrai. Bah, surtout qu'en général, enfin, moi, j'ai jamais vu autant de gens sur scène. Je pense que le plus de monde que j'ai vu sur scène, c'est quand je suis allée voir Le Côté de Guermantes à la Comédie Française, où là, d'un coup, ils sont 20, quoi. Mais 60. Et on peut voir dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon pendant le festival, il y a des grandes mises en scène comme oui, ça, voilà, avec, je sais pas, japonaise ou machin, les mecs arrivent, mais moi, j'ai jamais vu ça non plus. J'avais jamais vu avant, et évidemment, j'ai jamais vu après. Et évidemment, j'ai jamais joué ni avant ni après dans des trucs aussi énormes et aussi beaux, aussi. Enfin, ça vraiment, moi qui m'ennuie rapidement dans les rôles et dans les trucs, j'aurais pu le jouer, je crois, 10 ans d'affilée. Chaque soir, j'étais éblouie par moi dans le truc. Enfin, pas par moi, mais moi parce que je voyais, par la figuration autour. Chaque fois que je rentrais en scène, j'avais des frissons partout. Et c'est rare, hein, parce qu'au bout d'un certain nombre de fois, bon, ben, voilà, on fait le job, évidemment. Mais je veux dire,
On n'est plus dans un état de transe comme le premier soir. Là, oui, oui, franchement, oui, tout était sublime, les musiques, les trucs. Sarkozy, il avait quand même le sens de ces grands spectacles. Il faut bien le dire. C'était extraordinaire. Et puis bon, Belmondo, c'est un mec tellement, enfin, Belmondo, c'est-à-dire que Belmondo. Belmondo, Juste ça. je me souviens très très bien le premier soir où on a joué ensemble à Lyon. Moi, j'étais la seule à reprendre un rôle. Hein. Toute la troupe avait déjà joué Paris 2 ans avant, pendant toute une saison. Et il y avait une nouvelle actrice, c'était moi. Donc, bonjour les jetons quand même. Là, hein. C'est 2200 verres, rien que pour moi. Est-ce qu'on va arriver au bout? Comment? Tous les autres, ils se connaissent, ils sont copains. Moi, je connaissais personne de cette putain de troupe. C'était très étrange. Et j'avais vraiment les jetons. Hein. Et on a joué sur là. Et alors, bon, on joue, enfin, on fait le truc, c'est fantastique. Et à la fin, donc, on saluait tous les deux. À un moment donné, il y avait d'abord toute la figuration. Après, il y avait, vous savez comment ça se passe dans ce genre de truc. Après, il y avait les rôles un peu plus importants, après un peu plus importants, après un peu plus importants. Et à la fin, les deux derniers, nous deux. Et moi, je me souviens, je peux pas saluer. Je le regardais parce que je me disais, mais c'est moi qui salue avec Belmondo. C'est de mon adolescence, l'idole de mon père, évidemment que c'était l'idole de mon père, l'idole enfin, toute ma vie, jamais j'aurais imaginé. Bon, donc au lieu de saluer, j'ai failli tomber dans le public parce que j'ai pas fort. Il m'a retenu comme ça, il m'a repêché, hein, parce que je le regardais lui, j'étais tellement étonnée de jouer avec lui, ça me paraissait un truc d'un autre monde. Hein. Et en vrai, ça m'a fait ça pendant tout le temps. J'étais un enchantement pour moi. Je crois que j'avais fait tout ce parcours-là pour jouer une pièce comme ça, un rôle comme ça, avec un acteur de cette dimension-là, parce que franchement, il est quand même, c'est quand même du haut niveau. Et le mec est tellement à l'aise, quoi. Il continue à faire des bonds, enfin bon, et on se tournait là, il était là, on se tournait là, il arrivait. Il était, il était comme il était au cinéma, partout. Ouais, ça c'est vraiment un moment éblouissant de ma vie. Ça, j'adorerais revivre un truc comme ça, aussi fort émotionnellement. Je suis pas sûre que ça arrive, mais bon, ça c'était top. C'était top, top, top. Et simple, quoi. Voilà, pas de prise de tête, pas de caprice, pas de rien. Juste le plaisir de partager la scène tous ensemble, quoi. C'est complètement, c'est tellement extraordinaire parce que je me dis combien de gens peuvent raconter un truc pareil. Donc, fallait que j'en parle parce que c'était trop, enfin, merveilleux. Alors, je vois que le temps tourne, mais j'ai évidemment plein de questions. Mais ça, c'est toujours moi, comme d'habitude, j'en ai trop. J'avais le temps de les poser. Mais j'aimerais quand même qu'on parle de ce qu'on a parlé de, voilà, de la casquette, si je peux dire, comédienne. Et puis, vous êtes créatrice aussi, et vous mettez en scène, et vous, voilà. Et donc, on parlera bien sûr de votre spectacle tout à l'heure. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur le film Riche, Belle, etc. Parce que ça, ce film que vous avez réalisé, moi, j'ai trouvé qu'il était tellement. En fait, je ne peux pas le décrire et j'espère que les gens auront l'occasion de le voir. Je ne sais pas s'il est encore disponible à regarder sur les plateformes hautes, mais. Non, il faut compliqué. Bon, on peut le regarder. Ça m'arrive d'envoyer le lien comme à vous. Je sais pas, il faut que je le mette sur une plateforme, mais c'est compliqué. Mais enfin, un jour, quand je trouverai 5 minutes, je vais essayer de le faire parce que c'est vrai que les gens qui le regardent, c'est comme vous. Et c'est un truc, un objet tellement atypique. Mais c'est ça. Bon, je sais pas. Là, je vous laisse parler parce que moi, je peux. Bah, déjà, donc, pour ceux qui ne savent pas, donc, donc déjà, ça parle des femmes, de toute façon, puis c'est un casting pratiquement exclusivement féminin. Et ce que moi j'ai adoré, c'est qu'il y a un côté. C'est très beau, il y a un côté. C'est vrai que c'est dur d'en parler parce que c'est vrai que c'est atypique, mais il y a un côté très onirique. Et en même temps, je sais pas, moi j'ai trouvé qu'il y avait une poésie, et là pour le coup, ça m'a un peu fait penser à un côté un peu onirique à la Fellini, puis quelque chose de très beau à la Visconti. Enfin, je sais pas, moi ça m'a fait venir plein d'images en fait de cinéma en tête, et je me demandais si, alors évidemment que l'envie, je la comprends, elle est aussi de parler des femmes et de toute cette transmission-là, mais comment ça vous est venu cette idée? Parce que ce film-là, il s'organise pas parce que c'était plein de rencontres que vous aviez envie de raconter. Comment ça s'est, Non, comment il alors, est né? ça c'est vraiment fait vite. Hein. Je l'ai écrit en 8 jours. Ah, waouh, ok. De dingue. Non, mais c'est toujours des trucs de dingue en vrai.
Non, parce que c'est quand même un film où il n'y a pas un mot d'improvisé, hein, contrairement à ce qu'ont écrit les connards de Libération et tout ça à l'époque Ah, quand ils mais ont ça se voit que sorti. c'est écrit. Ils ont cru que j'avais interviewé des femmes et qu'elles m'avaient. Mais qui parle comme ça? Enfin, bon, bref. Non, non, ça se voit que c'est écrit. Ça s'entend. Non, alors comment c'est venu? Je voulais vraiment réaliser un film. C'était mon envie absolue, mais je me disais, si j'écris, et j'avais déjà écrit un film avant, ça faisait 4-5 ans que j'essayais de le monter, et je vais recommencer à essayer de le monter, qui se passe entièrement à Venise, comme ça, dans un palais, enfin, Ah, voilà. Parce que c'est ça mon univers en réalité. Et donc, j'arrivais pas. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais réaliser, que j'arriverais à réaliser, quoi. C'est ça le truc. Alors tout d'un coup, on ne sait pas comment ça vient, hein. Euh, je me suis dit, mais alors voilà, je lisais des interviews quand même dans les magazines. C'était le moment où je lisais beaucoup d'interviews. Voilà, moi, j'ai toujours été passionnée par les magazines. Je feuillette, je lis, j'arrache des pages. Voilà. Et je voyais que c'était quand même vraiment le moment où justement les femmes devenaient très indépendantes, ne voulaient plus de mari, ne voulaient plus de père, élevaient les enfants seules et tout ci et tout ça. Bon. Et en même temps, étaient seules, étaient seules. Et je me souviens que peut-être le truc qui a déclenché, c'était le grand moment de Sharon Stone, parce qu'elle venait de faire le film, là, oui, Basic oui, Instinct. oui. Ouais. Donc, connue comme la plus belle femme de la planète, évidemment, ce qu'elle était. Et j'avais lu une interview d'elle, mais comme de 150 000 actrices sublimes, qui disaient, mais je suis seule. Hmm. Alors je me suis dit, ben, je vais raconter l'histoire des femmes seules. Parce que ça me paraissait vraiment le sujet de société de ce moment-là. Il y a donc 23 ans, 24 ans, je ne sais plus combien de temps. 97, ouais, ça doit faire 25 ans. Voilà. 25 ans, mon Dieu. Donc je me suis dit, je vais faire un truc sur la solitude des femmes. Mais comment faire un lien? Parce que voilà. Alors je me suis dit, c'est une petite fille, sa mère l'abandonne, comme ça. C'était vraiment les trucs que je lisais dans les magazines, hein. Ça n'a rien à voir avec ma vie. Alors là, pour le coup, voilà. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas née dans ce monde-là, des palaces et des trucs et des bidules. Mais je voyais que plus les femmes étaient belles, plus elles avaient de l'argent, plus elles réussissaient à ce moment-là. Donc, remettons les choses dans ce contexte, plus elles étaient seules. Et plus cette scission, je sais pas le mot, entre les hommes et les femmes était en train de se faire. C'est-à-dire que les femmes, Ouais. et qu'elles pouvaient vivre sur les hommes, ça devenait compliqué tout d'un coup. La cellule familiale explosait, tout ça explosait. Et donc, voilà. Et donc, je crois que c'est parti comme ça. Et à un moment donné, c'était les vacances de février. J'ai une copine qui avait une baraque pas loin de Paris qui m'a dit, si tu veux venir passer une semaine chez moi pour te reposer. J'ai dit, je vais venir passer une semaine chez toi pour écrire. Et donc, je me suis installée chez cette femme, que j'ai jamais revue de ma vie d'ailleurs, je ne sais même plus comment elle s'appelait, euh, et j'ai écrit tous ces monologues. Et puis euh, je me suis dit, il faut que je trouve une petite fille comme ça. Et puis après, je voulais trouver le grand black, là, Jay Alexander, qui est devenu une star, alors là, Oui, bah oui. planétaire. Personne ne le connaissait, hein. Ça, je suis très douée pour les castings, les filles. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc là, je suis rentrée à Paris. Donc ça, c'était le mois de février, d'accord? On a commencé à tourner en juin. Jamais, pareil, c'est jamais plus de ma vie, j'arriverai à monter un film en 5 mois. Il était tourné, le film. Oui. Écrit, tourné, produit. Bon. Donc, je suis rentrée à Paris. Donc voilà, à la fin de la semaine, j'ai dit à mon mari, j'ai écrit le film, on va. J'avais que les monologues. J'avais pas la petite fille. De toute façon, il n'y avait rien d'écrit. Le black non plus. Et, et je me souviendrai toute ma vie, là encore une fois, vous allez adorer le concept. J'avais une copine qui était attachée de presse que j'aimais beaucoup, qui est toujours une copine d'ailleurs. Elle me donne rendez-vous près des Champs-Élysées dans un petit resto pour déjeuner. Je vais déjeuner avec elle. Et je lui raconte le concept du film. C'est des nanas dans un palace, papapi, papapa, il y a celle-ci, il y a celle-là, il y a tati, il y a tata. Et je raconte tout le truc pendant tout le déjeuner. Je fais des mouvements et je fais du bruit comme je fais en ce moment. Et Et donc, je sais pas, c'était un restaurant petit, il y avait beaucoup de gens un peu entassés comme ça. Et à côté de nous, enfin voilà, donc il y avait des gens, moi je ne les regardais pas, je m'occupais de ma copine en face et je lui racontais mon histoire pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Et à un moment donné, la dame qui était assise à côté de moi,
m'a dit, écoutez, pardon, hein, je n'ai pas voulu écouter, mais enfin j'ai entendu tout ce que vous racontez. Moi, je m'occupe de Claudia Cardinal. Est-ce que vous accepteriez de me donner le truc et je lui en parle? Incroyable. Ah ben j'ai dit, d'accord, mais vous savez, j'ai que des monologues, hein, comme ça, elle va peut-être pas comprendre grand-chose. Elle m'a dit, non, mais voilà ma carte si vous voulez m'apporter le truc. Alors voilà, donc on a imprimé le texte de Claudia Cardinal. J'ai tout de suite vu que je voulais qu'elle fasse celle-là, là, la comtesse qui s'enferme pour que son mari ne la voit pas vieillir. Et j'ai donné à cette femme. Et puis, une semaine après, elle m'a dit, elle voudrait déjeuner avec vous. Mon Dieu, oh là 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 là, mais qu'est-ce que je vais lui dire? On n'avait pas un centime, on n'avait pas d'autre actrice, enfin, je veux dire, voilà. Et on a déjeuné ensemble, et elle m'a dit, d'accord, je vais le faire, ce film avec vous. Bon. Alors après, je me suis dit, tiens, alors Marisa Berenson, tac, tac, d'accord. Après, je voulais Sonia Rykiel, j'ai un copain qui m'a appelé un jour, il m'a dit, je vais te présenter Sonia, bon. Elle m'a dit, d'accord. Elle m'a apporté Anouk Aimée, et ainsi de suite. Ouais, ouais. Et donc, ah bah, je pense qu'en 15 jours, 3 semaines, j'avais tout le casting. C'est fou. Alors après, je suis allée voir Lacroix parce qu'il m'habillait moi pour les trucs. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes d'accord pour faire, je sais pas, il va y avoir 50 femmes pour le générique. Me prêter 50 costumes. C'est pas que je les achète, hein, on n'avait pas un rond. Il me les a prêtés. Après, j'avais vu ce gars-là sur le grand black là pour l'agence Elite. J'ai dit, faut qu'on trouve le black là, c'est lui que je veux. Voilà. Il est venu pour faire un défilé de Jean-Paul Gaultier. Je l'ai vu, je suis arrivée au Café Marly. Je vais arriver là. Je l'ai tout de suite adoré, ça est resté mon grand, grand copain. On est bon, voilà. Et il m'a dit, oh ouais, d'accord, j'ai fait ce que tu veux. Et alors lui, il est exceptionnel. Voilà, ça sera le seul homme du film. Il apprendra aux femmes à être des femmes. C'est comme ça l'idée. Et puis la petite fille, alors ça, j'ai eu du mal. J'en ai vu 600. Elle est très bien d'ailleurs. Enfin, Non, elle elle est bien. elle a eu César du meilleur espoir. Elle fait tous les films de Guédégué. Enfin, je veux dire, c'est une nana. Et surtout, la belle histoire, c'est que là, il y a 5 ans, elle a adapté le film pour le théâtre et elle en a fait sa première pièce et sa première mise en scène. Ouais, ça aussi, c'est merveilleux. C'était mon plus beau cadeau. Quand 20 ans plus tard, elle m'a dit, je voudrais faire l'adaptation du film parce que je veux que ce soit ma première mise en scène. Ah ben, je lui écoute, au moins, voilà une raison pour laquelle j'ai fait ce film. Donc, donc voilà, le film, il s'est fait comme ça. Ensuite, par Sonia Rykiel, j'ai eu le Crayon. Magnifique aussi. Euh, mais tout était cadeau parce qu'on n'a pas payé tout ça, hein. Je veux dire, les gens, Ah ouais. prendre ma sauce, ça n'existait pas. Pour avoir le Crayon, il fallait, je sais pas, 50 000 € par jour. Bon. Et puis, comme je n'avais pas d'argent pour payer les costumes, je suis allée voir tous les grands couturiers. J'ai dit, parce que c'est quand même le seul film, en dehors d'avoir, c'est le seul film au casting entièrement féminin, mais c'est aussi le seul film avec autant de couturiers que d'actrices. Dans toute l'histoire du cinéma, elle a fait un gros bouquin sur 70 ans du cinéma et la mode. Je fais partie des 40 ou 50 réalisateurs qui ont changé les codes, d'après eux, hein, de l'histoire du cinéma avec ce truc-là. Et tous les grands couturiers que j'ai sollicités ont joué le jeu et ont tous habillé une actrice. Ce qui fait que c'est devenu d'une beauté. Bon, voilà. Et Ah ouais. vous apprêtez les bijoux. Et alors, d'un film où il y avait zéro budget, on est passé au film le plus chic de la planète cette année-là parce que ça s'est fait comme ça de briques et de broc, c'est-à-dire c'est tout ce que j'aime faire, c'est tout ce que je sais faire. En même temps, c'est tout ce qui ne rentre pas dans le système et qui fait que je ne suis pas devenue une réalisatrice reconnue parce que je crois que je suis trop spécifique pour un métier qui est quand même très codifié là aussi. Et c'est fou de voir l'évidence, parce que dans tout ce que j'entends, dans tout le trajet qu'on a évoqué, et bien sûr, on n'a pas eu le temps de tout évoquer, mais ce que j'entends, c'est que de toute façon, fallait que ça se passe comme ça et que toutes les choses arrivent. C'était une évidence qu'il n'y avait pas d'autre place pour vous que comme ça, quoi. C'est assez incroyable. Moi, je trouve que votre trajet, il est assez merveilleux, en fait. Ben, moi, je le trouve dur, hein, parce qu'il n'y a jamais de reconnaissance vraiment au bout du chemin. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance, euh, comment dire, comme ça, par bulle, euh, mais il n'y a pas de voix qui s'ouvre parce qu'à chaque fois, c'est oui, mais voilà, qu'est-ce qu'elle va faire encore? Comment elle va le faire encore? Comment ça va être euh,
Enfin, moi, je trouve ça très, 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 très compliqué, quoi. À vivre, c'est compliqué parce que c'est tout le temps, c'est tout le temps difficile. Et si le ciel ne me vient pas en aide, en effet, j'y arrive pas. Mais je pense que vous avez une bonne étoile quand même. Moi, enfin, c'est la sensation que j'ai, quoi. Il y a quelque chose là qui. Ah bon, bah, Bon, espérons. Espérons que ça pouvait devenir quand même un peu plus simple à un moment donné, assez rapidement même. Ce serait bien parce que on fatigue quand même à fabriquer ce euh, de trajet. Alors c'est vrai que voilà, les actrices, tout ça, ça crée des liens un peu. Toutes ces femmes qui sont venues, elles avaient toutes fait 100 films, 150 films avec les plus grands réalisateurs de la planète, sont venues tourner avec moi gratuitement. Le chef opérateur Christophe Bocard, qui est maintenant un des plus grands chefs opérateurs du monde, tout ça c'est venu. Ça vient, c'est merveilleux. Mais il n'y a pas la Gaumont à la suite de ça qui me dit on signe le prochain, vous voulez faire quoi? Non. Non, ouais, je comprends. c'est trop. Je sais pas. Moi, en même temps, je trouve que c'est pas des films si compliqués que ça, on est d'accord. Hein. Non. Mais je pense que c'est particulier. Je sais pas. Moi, je suis particulière, j'en sais rien. Enfin bref. Mais je trouve que c'est quand même compliqué. Hein. Oui, je comprends Donc et c'est je vrai qu'il vois. y a du merveilleux là-dedans, mais il y a aussi surtout des difficultés. Bien sûr, puis je vois aussi l'effort que ça demande et tout ce que ça demande de mettre en place, parce qu'en plus, c'est même si tout se met en place, à un moment donné, ces projets-là, faut les porter quand même. Donc, c'est aussi, voilà, puis si ça se casse la figure, là, on vous fait pas de cadeau, donc je le comprends. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une telle évidence, et comme tout finit par fonctionner, je pense qu'il y a tout à fait la possibilité d'avoir confiance que ça va continuer. Enfin, moi, c'est ma sensation en vous parlant, hein, mais je je vous Ben, connais pas. Donc. j'ai envie, c'est ce qui fait que je me remets toujours en route pour le projet suivant, toujours un peu plus fatigué, toujours un peu plus apeuré, mais j'y vais quand même parce qu'effectivement, je me dis, allez, le ciel va faire des miracles. Alors, quelqu'un me demande le titre du film, c'était Riche, Belle, etc. Ouais. Et donc, là, comme je vois que le temps passe, avant de vous quitter, je vais quand même vous demander de me parler de ce spectacle qui arrive, ce que vous pouvez nous en dire, sans nous en dire trop, mais juste, voilà, c'est le spectacle que vous Oui, préparez. donc, Voilà. ce spectacle qui s'appelle Fellini, Roma et moi, c'est, comment définir ce spectacle? En réalité, ça pourrait s'appeler, euh, en fait, c'est des itinéraires de rêveurs. Fellini, donc était, alors je ne sais pas si tout le monde le connaît, parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui ne connaissent plus Fellini, qui reste quand même à ce jour le réalisateur de toute l'histoire du cinéma mondial le plus primé à Hollywood. C'est-à-dire que c'est le Ah, mec ça, qui je a sais pas. en tant que réalisateur étranger, j'entends, parce que bien évidemment, il y a des Spielberg, des machins comme ça qui ont eu 10 Oscars, mais ils sont américains. Oui, bien sûr. Oscar du meilleur film étranger, 5 fois de suite pour 5 films différents. Personne n'a eu 5 fois de suite l'Oscar du meilleur film, même chez les Américains, pour 5 films différents. J'entends, on peut avoir 7 Oscars sur un même film, mais 5 films différents, c'est très rare. Bon. Alors, ce Fellini, il faut aller voir ses films, je pense on trouve sur Amazon, Ah oui, oui, on les trouve. on les trouve. En tout cas, les grands, grands chefs-d'œuvre, on les trouve. Donc, ce type-là à un moment donné, pendant quand même 30 ou 40 ans, avec Visconti, vous avez cité tout à l'heure, il passe pour les plus grands réalisateurs du monde. C'est le moment où le cinéma italien est le plus grand cinéma du monde. Bon, alors moi, j'ai donc été biberonnée à ce cinéma-là, et c'est ça qui m'a fait rêver, qui déclenchait l'idée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début, de je veux sortir de la boutique de mon père et je veux devenir, je veux faire ce métier-là. Et donc, alors là, on ne racontera pas comment. Donc en réalité, c'est le parcours d'une fille qui va rêver sa vie et se mettre en route pour que ce rêve devienne réalité, qui va rencontrer ce rêveur qui est Fellini, puisque Fellini, il faut savoir qu'il a écrit, et on le trouve dans toutes les bonnes librairies au prix de 100 euros, un livre qui a été édité l'année dernière, je ne sais plus si c'est par Gallimard Enfant, on s'en fout, qui s'appelle le journal d'un rêveur. Oui, Le c'est journal, vrai. je ne sais plus le titre exact, c'est l'un ou l'autre. Je crois que c'est le journal d'un rêveur, il me Le semble. journal. Et donc, Fellini, pendant 30 ans, écrit et dessine, parce qu'avant d'être réalisateur, il
dessinateur, ses rêves sur des bouts de papier, ça va devenir sur des cahiers, des machins, et fait des légendes et tout ça. Et c'est en réalité là-dedans qu'on va trouver tout son cinéma et toute sa vie, tous ses rêves. Bon. Donc, Fellini est donc le rêveur number one de la planète monde. Et en fait, c'est le croisement entre ce rêveur, à ce moment-là, que le monde entier reconnaît et paye pour qu'il réalise ses rêves, qui est Fellini, et une petite jeune fille qui va aller à Rome pour rencontrer ce réalisateur, ce rêveur dans lequel elle se reconnaît, et qui va en gros lui donner le droit de rêver et de devenir, grâce à ses rêves, qui elle veut être. Bon, voilà. Oh putain, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si. On comprend. C'est l'histoire d'un parcours de vie, c'est l'histoire d'une fille, en fait je le dis à un moment donné dans la pièce, c'est une phrase que je peux dire, elle dit à un moment donné, du frigo aux Oscars, la route est longue, le frigo c'est le frigo de son père, hein. C'est l'histoire d'une fille qui croise des gens et des situations de Paris à Rome. Des gens et des situations qui changeront sa vie, parce que la vie, c'est des croisements, hein, c'est ça qui nous change. Que ça soit pour aller à Daesh ou que ça soit pour aller à Cinecittà, c'est toujours on croise quelqu'un et à un moment donné, ce quelqu'un va faire basculer notre vie. Donc, ce spectacle, Fellini, Roma et moi, c'est l'histoire de Fellini, de Rome, qui est sa ville et celle où la rencontre va avoir lieu, et de moi, mais c'est quand même une autofiction. Et c'est l'histoire de ça, c'est l'histoire d'une vie qui va être totalement à la fois bousculée et en même temps accréditée par une rencontre. Et il se trouve que cette rencontre, c'est celle de cet homme-là, de ce cinéaste-là, mais c'est surtout de ce rêveur-là. Voilà. Donc, je crois que ça va être un spectacle. On rentre toujours dans mon univers. Hein, voilà. Où je serai seule en scène, mais avec beaucoup de vidéos. C'est quand même un spectacle sur le cinéma. Oui, bien sûr. Le rêve, sur les sons, sur tout ce qui se passe dans une tête qui s'évade. Et ce qui serait sympathique, c'est que ça donne aux gens ce courage, ce droit de rêver. Et d'ailleurs, mon rêve, c'est de faire cette pièce. Bon, ben voilà, ça sera, si tout va bien, le cas à partir dans un premier temps, du 10 septembre au 26 octobre. Mais ça, je vous enverrai le lien dans un lieu à Paris qui s'appelle Le 100 et qui est 100 rue de Charenton, qui est un lieu là. Okay. Et puis ensuite, moi, je vais en faire un film. Génial. C'est ça mon idée, c'est de faire ça un théâtre. Et puis pendant ce temps-là, d'écrire le film et de voilà, qui s'appellera sûrement pas Fellini, Roma et moi, mais peut-être le journal d'une rêveuse, j'en sais rien. C'est un truc sur le rêve qui devient réalité. Parce que en réalité, c'est quoi le métier de réalisateur? C'est celui qui fait d'un rêve une réalité. Donc c'est ça, c'est ce genre de parcours-là qui s'applique à la fois à nos vies et à ce que c'est de réaliser un film ou de réaliser son rêve. C'est la même chose dans le fond. Hein. Oui, bien sûr. Mais là, c'est assez génial parce que je vois aussi plein de petits cœurs monter sur le côté ou plein de gens qui visiblement ont passé un merveilleux moment et qui ont beaucoup apprécié ce partage de parcours de vie. Et là, moi, je suis très touchée parce que ça me touche beaucoup. Votre parcours me touche et votre partage et votre façon de le partager me touche aussi beaucoup. Donc, merci infiniment. Je vais vous libérer parce qu'il est 20h25, encore plus long que ce qu'on avait dit. Le temps n'existe. Le temps est très relatif. Si vous avez passé un bon moment, c'est formidable. Moi, ça me touche aussi beaucoup que vous ayez été touché parce qu'à chaque fois que quelqu'un est touché par un truc que j'ai fait, ça me touche. Et j'espère vraiment, vraiment beaucoup que d'abord votre souhait, ces lives, ça marche bien. Vous rencontriez plein de gens géniaux, comme ça a l'air d'être le cas. Et que, pour ce qui nous concerne, on se retrouve tous au mois de septembre dans ce lieu, le 100, et où je serais contente de vous présenter ce nouveau travail, cette nouvelle aventure artistique, on va dire. Je suis pas inquiète, je suis sûre que tous les gens qui nous suivent
vont regarder, parce que encore une fois, j'ai vu plein de gens qui avaient apprécié, et comme je le fais avec je le ferai avec tous mes invités, je retransmettrai, voilà, leurs actualités, les reprises, les choses qui jouent. Donc, je mettrai les informations pour ce spectacle-là. Moi, je vous promets d'être dans la salle parce que déjà, Fellini, c'est un cinéma que j'aime, et en plus, j'ai hâte. Ah bah, ça me fait plaisir. Et surtout, je voudrais quand même dire un petit coucou et un petit merci spécial à notre amie Elisabeth Kadosh, Elisabeth, bah oui. amie en relation et qui est une Tout à femme fait. beaucoup et qui compte beaucoup dans ma vie parce que même si on ne se voit pas tout le temps, c'est vraiment une femme formidable. D'ailleurs, elle vient de sortir un bouquin, il faut en parler et c'est une fille extra. On la Oui, remercie. je suis assez d'accord. Et pour ceux qui donc nous regardent, il se trouve que Elisabeth était mon professeur à l'université et qui est une amie maintenant. Et je vous conseille d'aller regarder Le syndrome de l'imposture, qui est le livre qu'elle a sorti et qui parle des femmes. Voilà, exactement. Voilà. Donc, merci beaucoup, Jennifer. C'était un plaisir pour moi et j'espère que c'était un plaisir pour tout le monde. Et je vous dis donc à tous à très vite, tous et toutes, à très vite, un bel été et à très vite à la rentrée autour de ce Fellini. Et regardez les films de Fellini avant de venir voir le truc parce que ça va vous enchanter. Vous allez voir, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent un peu savoir qui c'est, j'ai vu qu'il y avait une petite capsule faite par Arte qui retrace un petit peu les grands points de la vie de Fellini, ou en tout cas ses grands moments de cinéma. Donc au moins quelques films à regarder, ça peut être une bonne première piste pour comprendre qui il était et comment il travaillait. Donc je vous le conseille. Moi, je vais aller la regarder aussi, cette capsule, je la connais Ben, je vous envoie le lien tout à l'heure. pas. Merci, Jennifer. Bonne soirée. Merci à vous Au et merci revoir tout le monde pour le partage. et d'avoir été avec nous. Et à tous, merci d'avoir été là et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Univers. Merci beaucoup. Bonne soirée et à très bientôt. Bravo. Bravo à vous et merci. Oh là là, je vois même pas comment. Merci beaucoup, au revoir. Au Non, c'est moi qui vais revoir. couper. C'est vous, hein? Au Parce que revoir. moi, je peux pas le Ouais. faire. Non, non, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Bonne soirée, au revoir et Ciao, bonne merci. soirée. Bye bye. Au revoir.